Je m'appelle Sarah Oliveira, et si vous m'aviez vue il y a quelques années, vous auriez probablement pensé que je vivais le rêve de toutes les femmes. À 32 ans, j'étais un mannequin reconnu. Mon visage était sur les couvertures de magazines, dans les publicités télévisées et sur les panneaux d'affichage de toutes les grandes villes du pays. Elle marchait avec élégance sur les podiums les plus célèbres, portant des robes qui valaient plus que la voiture de ma mère. Le luxe faisait partie de ma routine. Événements chics, fêtes glamour, hôtels 5 étoiles. Et ce qui est le plus curieux, de l'extérieur, tout semblait parfait. Mais à l'intérieur, c'était une autre histoire. J'ai grandi dans une petite ville à la campagne, dans une famille simple et bourgeoise. Ma mère était enseignante et mon père travaillait à la mairie. J'ai eu une enfance paisible, avec des rêves qui semblaient les plus grands que le ciel dans cette ville. Depuis toute petite, j'étais fascinée par les magazines de mode, par les défilés de mode à la télévision, et je rêvais d'être reconnue, admirée, d'être célèbre. Je me souviens du jour où un scout m'a abordée dans le centre-ville. Quand j'avais 16 ans, je portais un jean délavé et un chemisier emprunté à ma cousine. À ce moment-là, j'ai eu l'impression d'avoir gagné un ticket d'or pour une vie complètement nouvelle. Peu de temps après, j'ai fait mes valises et je suis allée à São Paulo. Je n'ai pas regardé en arrière. Je me suis lancée tête baissée dans le monde de la mode. Au début, tout était nouveau. Les lumières, les coulisses, les photographes qui criaient mon nom. C'était un monde qui tournait vite et je tournais avec lui. En quelques années seulement, j'ai réalisé ce que beaucoup de gens mettent toute leur vie à réaliser. J'ai travaillé avec les meilleures agences. J'ai été mannequin pour des marques internationales et j'ai conclu des contrats de plusieurs millions de dollars. J'étais désirée, admirée, enviée. Mais la vérité, c'est que plus mon nom grandissait, plus je me sentais petit. Ma vie est devenue un agenda sans fin. Je me réveillais à 5 heures du matin pour des séances photos. Je passais la journée dans des studios et des salons de beauté. Je suivais des régimes qui me laissaient faible et grincheux. Et je trouvais quand même la force de sortir le soir. Lors des fêtes, j'étais toujours entourée de gens, mais je ne me suis jamais sentie aussi seule. Tout le monde voulait être proche de Sarah Oliveira, de la marque, de l'image, mais personne ne semblait vouloir connaître la vraie Sarah, cette fille de la campagne qui voulait juste être vue. Au fil du temps, j'ai commencé à me voir d'une manière déformée. Chaque fois que je me regardais dans le miroir, je trouvais quelque chose à corriger, une ligne déplacée, une ride qui se formait, un centimètre en trop, là où il ne devrait pas être. Je suis devenue dépendante des procédures cosmétiques. Botox, produits de comblement, lifting, harmonisation du visage. C'était un cycle sans fin. Plus je cherchais la perfection, plus elle me semblait lointaine. C'était comme courir après un mirage. Ma valeur, mon estime de moi, tout a commencé à dépendre de l'image reflétée dans le miroir. Mes relations suivaient le même schéma, intense, superficielle et courte. Je ne me suis pas permis de faire confiance. Je ne me suis pas permis d'être vulnérable. Ma pauvre famille a essayé de se rapprocher, mais je les ai tenus à l'écart. J'avais honte de mes racines, comme si cette simple fille était morte pour faire place à une version fabriquée de moi-même. C'est dans ce tourbillon que j'ai rencontré Carlos, un homme d'affaires prospère, sûr de lui et charmant, différent des hommes auxquels j'étais habituée. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a écouté. Cela m'a donné l'impression d'être plus qu'un simple joli visage. En peu de temps, nous étions complètement impliqués. En 6 mois, nous étions fiancés. Je pensais avoir enfin trouvé ce qui manquait à ma vie. Nous avons planifié un mariage de conte de fées, luxueux, exclusif, digne d'un magazine. Mais ce que je n'avais pas imaginé, c'est que ce jour tant attendu, le jour qui aurait dû être le plus heureux de ma vie, deviendrait le tournant. Le jalon d'un nouveau voyage qui allait tout changer. Le matin du mariage, je me suis réveillée tôt, comme je le faisais toujours. Ma chambre d'hôtel ressemblait à une suite royale, et toute une équipe m'attendait déjà pour commencer à me préparer. Il y avait quelque chose de magique dans l'air. La robe, une pièce unique d'un créateur de renom, était accrochée devant la fenêtre, la lumière du soleil frappant le tissu et le faisant briller comme de l'or. J'ai passé des heures à me préparer. Coiffure, maquillage, finition. J'avais besoin d'être parfaite. Et quand je me suis vue prête, devant le miroir, j'avoue que pendant un instant, j'ai cru avoir atteint ce que je recherchais. J'étais magnifique, une poupée de porcelaine vivante. La cérémonie était prévue à 16h, dans une cathédrale historique de la ville. La réception aurait lieu dans l'un des hôtels les plus luxueux dans lesquels j'ai jamais mis les pieds. Tout était planifié au millimètre près. Mais à mesure que l'horloge avançait,
Une certaine inquiétude commença à m'envahir. Au début, je pensais que c'était juste la nervosité normale d'une mariée sur le point de marcher vers l'autel. Mais il y avait quelque chose d'étrange, un sentiment de malaise, comme si quelque chose était sur le point de se produire, quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Je ne savais pas que cette étrange sensation était le signe avant-coureur d'un choc qui allait ébranler non seulement mon mariage, mais toutes mes certitudes sur qui j'étais et ce qui comptait vraiment. J'ai ignoré cette étrange sensation, j'ai repoussé l'inconfort dans un coin silencieux en moi et je me suis concentrée sur ce qui comptait, garder mon sourire. Je n'avais pas passé des années à préparer ce moment pour le laisser s'échapper à cause d'une vague intuition. Alors j'ai pris une grande inspiration et j'ai redressé ma posture. Quand le moment est venu, la musique a commencé à jouer doucement. Les portes de l'église s'ouvrirent lentement, révélant un couloir éclairé par des vitraux colorés et des yeux fixés sur moi, comme je l'avais toujours rêvé. Mes pas étaient lents, calculés, presque répétés. J'étais magnifique. Ma robe sur mesure étincelait sous la lumière naturelle. Carlos m'attendait à l'autel avec un sourire retenu, visiblement ému. Mais ensuite, quelque chose s'est produit. Une douleur aiguë me traversa la poitrine, comme si une main invisible serrait fort mon cœur. Pendant un moment, j'ai pensé que c'était juste de l'anxiété. Après tout, c'était mon mariage, n'est-ce pas? Mais la douleur ne s'est pas atténuée. Au contraire, elle s'intensifiait à chaque seconde qui passait. Mon souffle est devenu court. Ma vision a commencé à devenir floue. Le son de la musique et les murmures des invités devinrent un écho lointain, comme si tout se passait sous l'eau. Je continuais à marcher, trébuchant légèrement, essayant d'ignorer tout cela, essayant de sauver les apparences. « Tu peux le faire, Sarah, » pensais-je. Encore quelques pas. Mais ensuite, tout est devenu sombre. Je suis tombée, là, au milieu du couloir, devant tout le monde. Mon corps s'est effondré comme s'il s'était arrêté, devant des centaines d'yeux écarquillés et de visages choqués. Plus tard, ils m'ont raconté comment ça s'était passé. Ils ont dit qu'il y avait des cris, des courses, du désespoir. Carlos a couru vers moi. Quelqu'un a crié à l'aide. Un autre a appelé une ambulance. Mais je n'ai rien vu de tout ça. Je n'ai pas entendu. À cet instant, le monde tel que je le connaissais a tout simplement disparu. C'était comme si j'avais été arrachée à la réalité et jetée dans un autre endroit, un endroit où les règles étaient complètement différentes. Les ambulanciers sont arrivés rapidement et ont commencé la réanimation cardio-pulmonaire sur place, dans l'église. J'ai été transportée d'urgence à l'hôpital le plus proche. Le diagnostic est tombé quelques heures plus tard. Une crise cardiaque grave, causée par un stress extrême et probablement aggravée par les récentes interventions esthétiques qui avaient surchargé mon corps. Alors que mon corps était inconscient, relié à des machines et entouré de médecins essayant de me sauver la vie, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Ma conscience, ou mon âme, si vous préférez l'appeler ainsi, s'est lancée dans un voyage qui échappait complètement à la logique. La première sensation était étrange, mais curieusement sereine. C'était comme si je flottais, léger, libre, sans aucune douleur ni tension. C'était la première fois depuis longtemps que je ne sentais pas le poids du monde sur moi. Il n'y avait plus d'exigence, de miroir ou de voix critique. Juste le silence et la paix. Tout autour de moi était sombre, mais ce n'était pas un noir absolu effrayant. C'était un vide calme et accueillant, comme si j'étais bercée par quelque chose de plus grand que ce que je pouvais comprendre. Il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas de lieu, juste moi, existant. C'est alors que j'ai vu une lumière, d'abord petit, comme une étoile solitaire dans un ciel profond, mais tandis que je regardais, la lumière semblait s'étendre, se rapprocher, ou peut-être était-ce moi qui m'approchais d'elle. C'est impossible à expliquer exactement. C'était comme si j'étais doucement attirée par quelque chose qui m'enchantait et me déconcertait à la fois. La lumière devenait de plus en plus intense, presque aveuglante, mais elle ne faisait pas mal aux yeux. C'était une lumière vive et chaleureuse, qui n'illuminait pas seulement l'extérieur, elle semblait atteindre l'âme. J'ai ressenti une présence en elle, un amour immense, quelque chose d'impossible à décrire avec des mots. Et puis, les bruits ont commencé. Au début, ce n'étaient que des murmures lointains, doux, presque imperceptibles. Petit à petit, ils sont devenus des voix, et je les ai reconnus. C'étaient les voix d'êtres chers décédés. Mon grand-père, qui me racontait des histoires quand j'étais enfant. Ma grand-mère, avec son parfum de lavande et son câlin le plus chaleureux du monde. Un oncle parti trop tôt. J'ai même entendu mon premier chien aboyer. Au milieu de la lumière, j'ai vu des silhouettes commencer à se former. Des silhouettes faites de lumière, mais clairement reconnaissables.
Ma grand-mère m'a souri comme elle le faisait quand je rentrais de l'école. Mon grand-père m'a fait signe, paraissant plus jeune, avec une étincelle dans les yeux. Une vague d'émotions indescriptibles m'a submergée. Joie, désir, amour, c'était tout ensemble, tout en même temps. C'était comme si tout l'amour que j'avais recherché pendant des années était là, concentré à cet instant. Ils m'ont tendu la main, et pendant un instant, tout en moi voulait partir. Je voulais m'abandonner à cet amour, à cette paix, à cette certitude d'appartenance. C'était la maison que je ne savais même pas que je cherchais. Mais alors, une autre voix s'est fait entendre. C'était différent de tous les autres. Cela ne venait de personne que je connaissais, mais cela contenait une force et une sagesse si profondes que cela m'a fait arrêter. C'était une voix calme mais ferme, gentille, mais avec une autorité qui me traversait. Je ne pouvais pas dire si c'était un homme ou une femme. Peut-être que c'était les deux, ou aucun des deux. Cette voix a dit quelque chose, non pas avec des mots audibles, mais directement dans ma conscience. Et ce qu'elle m'a dit allait tout changer. La voix n'utilisait aucun mot, mais elle me transmettait néanmoins une vérité claire, impossible à ignorer. Mon voyage n'était pas encore terminé. Ce n'était pas encore mon heure. Il y avait autre chose qui m'attendait dans le monde des vivants, quelque chose d'important que je devais encore accomplir. Au début, j'ai résisté. Pourquoi revenir? Pourquoi quitter cet endroit où tout avait du sens, où je me sentais enfin aimée, accueillie, en paix? Revenir en arrière signifiait affronter à nouveau la douleur, la solitude, la course sans but. Mais la voix, ferme et pleine de compassion, m'a montré des aperçus de ce qui pourrait être. Comme dans un film projeté dans mon esprit, j'ai vu des visages, certains inconnus, d'autres familiers, et j'ai compris, sans avoir besoin d'explication, que je pouvais faire une différence dans la vie de ces personnes. J'ai vu une version de moi-même dont je n'aurais jamais imaginé l'existence. Une femme sereine, avec des yeux pleins d'empathie, avec une lueur calme qui venait de l'intérieur. J'ai vu des mains tendues, des cœurs touchés, des vies transformées. Et pour la première fois, j'ai compris. Mon but n'était pas d'être admiré, mais d'être utile. Il ne s'agissait pas d'être parfait, mais d'être vrai. Petit à petit, j'étais tirée en arrière. J'ai senti la lumière s'estomper, les personnages bien-aimés devenant de simples souvenirs. La dernière chose dont je me souviens, c'est la voix qui me disait que cette lumière serait toujours avec moi, que même dans mes moments les plus sombres, elle brillerait en moi, comme un phare pour me guider. Puis tout est devenu sombre. Quand j'ai ouvert les yeux, c'était comme si je naissais de nouveau. La première image que j'ai vue était le plafond blanc et impersonnel de l'hôpital. Le contraste avec la lumière chaude d'où je venais était presque cruel. Le bruit des machines, les bips incessants, les pas précipités des professionnels. Tout semblait mécanique, froid, étrange. Ma poitrine me faisait mal. Chaque respiration me rappelait inconfortablement la douleur que j'avais laissée derrière moi et la nouvelle chance qui m'avait été donnée. J'ai essayé de bouger, mais j'avais l'impression que mon corps était fait de plomb, jusqu'à ce que j'entende une voix. « Sarah, tu t'es réveillée? Dieu merci. » C'était Carlos. Il était assis à côté de moi, me tenant la main si fort comme s'il avait peur que je disparaisse à nouveau. Ses yeux étaient rouges, remplis de larmes séchées. Pour la première fois, j'ai vu en lui une fragilité que je n'avais jamais remarquée auparavant. J'ai essayé de parler, mais ma gorge brûlait. L'infirmière est arrivée rapidement lorsqu'elle a réalisé que je m'étais réveillée. Il a appelé le médecin. Et bientôt mon lit était entouré de gens qui m'examinaient, me posaient des questions. « Comment vous sentez-vous ? Est-ce que tu ressens de la douleur ? Tu te souviens de ce qui s'est passé ? » Je me suis souvenue. Oh, je m'en suis souvenue. Mais comment expliquer cela ? Comment pouvais-je dire que j'avais vu la mort de près et que ce n'était pas quelque chose à craindre, mais plutôt une présence enveloppée d'amour ? Comment puis-je mettre en mots une expérience qui a touché des parties de mon âme dont je ne savais même pas qu'elles existaient ? Dans les jours qui ont suivi, alors que j'étais encore hospitalisée, j'ai reçu la visite d'amis, de membres de ma famille et de collègues du monde de la mode. Ils ont apporté des fleurs, des messages, des câlins. Tout le monde me demandait si j'allais bien, si j'avais besoin de quelque chose, mais je me sentais comme une actrice hors scène, portant toujours le costume mais ne sachant plus comment jouer le rôle. Carlos est resté à mes côtés tout le temps. J'avais prévu de reprogrammer le mariage, j'avais dit que nous ferions tout différemment. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose avait changé, profondément. Et je ne pouvais plus m'enthousiasmer pour des idées qui me passionnaient auparavant. Quelque chose était mort dans le couloir de l'église, et quelque chose de nouveau était en train de naître. Lorsque j'ai été libérée une semaine plus tard, rentrer chez moi, c'était comme traverser une scène d'une vie qui ne m'appartenait plus.
La robe de mariée était toujours là, accrochée au même endroit. Les cadeaux, les souvenirs de la fête inachevée, les fleurs maintenant fanées, tout cela semblait appartenir à une autre femme, une femme que je n'étais plus. J'ai essayé de retrouver ma vie comme avant. Je suis allée à une séance photo. J'ai mis des vêtements chers. Je me suis assise sur la chaise de maquillage et je me suis sentie vide, comme si j'étais juste une coquille souriant à la caméra. Je me suis regardée dans le miroir et je n'ai plus vu la perfection que je recherchais. J'ai vu un joli visage, oui, mais sans âme dans cette routine. Les conversations triviales sur la mode, les dîners élégants, les flashs, tout semblait lointain, presque absurde. Carlos était toujours là, essayant de raviver ce que nous avions. Mais je me suis retrouvée à m'éloigner de plus en plus, comme si nos vies s'étaient séparées pendant que je dormais. Je le regardais et ressentais de l'affection, de la gratitude, mais je ne pouvais plus imaginer l'avenir que nous avions planifié ensemble. Parce que maintenant, je voulais un autre type d'avenir. La nuit, je rêvais de lumière, avec des visages souriants. Je me suis réveillée avec la poitrine serrée, envahie par un désir inexplicable. Le sentiment d'avoir laissé quelque chose de sacré derrière soi. C'est à ce moment-là, dans ce silence intérieur, que j'ai compris. J'avais besoin de tout changer. J'avais besoin de renouer avec l'essence de la fille qui rêvait, non pas de gloire, mais de sens. J'avais besoin de découvrir ce qui me rendait vraiment vivant, et c'est ainsi que le véritable voyage a commencé. Je ne pouvais pas revenir en arrière être qui j'étais avant. Après ce que j'ai vécu, après ce que j'ai ressenti, il n'y avait plus de place en moi pour cette vie. C'était comme si une porte s'était ouverte, une de ces portes qu'on ne peut plus jamais franchir. Je savais, avec une clarté que je n'avais jamais ressentie auparavant, que j'avais reçu une deuxième chance. Et j'étais déterminée à ne pas le gaspiller. Les semaines qui ont suivi ma sortie de l'hôpital ont été intenses, calmes à l'extérieur, mais profondément bruyantes à l'intérieur. J'ai passé des heures seule, à regarder le plafond, le ciel à travers la fenêtre, mes propres mains. Qui étais-je maintenant ? Tout ce qui, selon moi, me définissait, la célébrité, la beauté, le statut, le luxe, me semblait sans vie, comme des décors de théâtre après l'extinction des lumières. J'ai commencé lentement, presque timidement. La première grande décision a été d'appeler mon agent et d'annuler tous les rendez-vous. Pas de délai, pas de justification détaillée. Je viens de dire, j'ai besoin de temps. Du temps pour moi, indéfiniment. Elle était choquée, comme si je commettais un crime contre ma propre carrière. Il m'a parlé de campagnes déjà signées, de contrats à plusieurs millions de dollars, d'opportunités que je gâcherais. Mais pour la première fois dans ma vie d'adulte, je ne me souciais pas des conséquences professionnelles. Pour la première fois, j'ai écouté mon âme, et elle a demandé le silence, l'espace, la vérité. Ensuite, je suis allée au placard. Une pièce entière remplie de vêtements de marque, de chaussures que j'avais portées une fois et que je n'ai plus jamais portées, de sacs valant plus que le salaire minimum. Je les ai ramassés un par un. J'ai touché les tissus, me souvenant où je les avais portés. Défilés de mode à Paris, fêtes à New York, éditoriaux à São Paulo. C'était un défilé de souvenirs. Mais tout cela semblait appartenir à un personnage, pas moi. J'ai commencé à empiler. Des piles de vêtements, de chaussures, d'accessoires, tout pour le don. Chaque morceau que je retirais était comme libérer une encre coincée au fond d'une mer peu profonde. Je me sentais plus léger, nettoyeur. Carlos observait tout en silence. Parfois, il essayait de sourire. D'autres fois, il avait l'air perdu, comme s'il ne reconnaissait pas la femme qu'il allait épouser. Et peut-être qu'il ne l'a même pas reconnue, parce que j'apprenais aussi à me connaître à nouveau. Nous avons eu de longues et intenses conversations. Je lui ai parlé de ce que j'avais vécu. J'ai essayé de décrire la lumière, l'amour que je ressentais, les voix, les visages, la paix. J'ai exprimé le sentiment clair qu'il y avait encore un but pour moi ici, quelque chose qui allait bien au-delà des contrats et des couvertures de magazines. Il m'écoutait attentivement, me tenait la main, mais je voyais dans ses yeux un mélange de tendresse et de scepticisme. Pour lui, cela ressemblait à un effet secondaire du traumatisme. Il a suggéré une thérapie. Il a dit que je souffrais peut-être de stress post-traumatique, et c'est bien ainsi, j'ai compris. Mais au fond de moi, je savais, ce qui m'arrivait, ce n'était pas une crise. C'était un réveil, un changement au plus profond de mon être. L'une des transformations les plus profondes a eu lieu dans la façon dont je voyais mon propre corps. Avant, c'était ma carte de visite, mon produit, ma vitrine. J'ai vécu pour lui, pour l'image que je projetais, pour ce que j'avais besoin de réparer, de cacher, d'améliorer. C'était une bataille constante contre le temps, contre la nature.
contre moi-même. Mais maintenant, quand je me suis regardée dans le miroir, j'ai vu autre chose. Pas un corps à modeler, mais un miracle. J'étais en vie, respiration, sentiment. Ce corps, avec toutes ses imperfections, m'avait ramenée à la vie. Et c'était sacré. J'ai arrêté toutes les procédures cosmétiques. J'ai abandonné les teintures et j'ai laissé mes cheveux retrouver leur couleur naturelle. J'ai rangé le maquillage. Au début, c'était bizarre. Voir mon visage nu, sans filtre, c'était comme retrouver un vieil ami. Mais petit à petit, j'ai commencé à aimer ce que je voyais. C'était réel, c'était moi. J'ai aussi changé mon régime alimentaire. J'ai abandonné les régimes étouffants, les jeûnes insensés. J'ai commencé à manger consciemment, avec plaisir, en écoutant mon corps. J'ai troqué les heures épuisantes à la salle de sport contre des promenades au soleil, au contact de la nature. J'ai appris à écouter le bruit des arbres, à sentir le vent sur ma peau, à apprécier le silence. Ce vieil ami que je n'ai rencontré qu'après la chute. J'ai commencé à méditer tous les jours. Je ne cherchais pas de réponse, juste une connexion. Je voulais toucher à nouveau ce fil invisible qui reliait mon âme à cette lumière. Et étonnamment, plus je faisais silence à l'intérieur, plus il brillait. Bien entendu, ces changements ne sont pas passés inaperçus. Les gens ont commencé à commenter. Des amis du secteur m'ont appelé, inquiets. D'autres ont commencé à spéculer. Ils ont parlé de dépression nerveuse, de secte, de drogue. Mais moi, j'étais au-delà de ça. Le jugement ne me faisait plus mal, parce que je savais, avec chaque cellule de mon corps, que j'étais enfin sur la bonne voie. Et c'est dans ce processus de découverte de soi que j'ai réalisé ce qui avait le plus besoin d'être transformé, ma relation avec Carlos. C'était un homme bon, affectueux. Il a pris soin de moi quand j'avais le plus besoin de lui, mais il ne s'agissait pas seulement de lui. Il s'agissait de ce que nous défendions ensemble, une vie dont je ne voulais plus. Nos chemins divergeaient, et même si cela me faisait mal, je ne pouvais plus prétendre que nous étions les mêmes. Nous avons beaucoup parlé, nous avons pleuré ensemble, nous avons vraiment essayé de trouver un terrain d'entente. Mais la vérité est que l'amour ne peut survivre là où il n'y a pas d'harmonie de but. Et donc, le cœur brisé, nous avons décidé de nous séparer. C'était l'une des décisions les plus difficiles de ma vie. Mais c'était aussi l'un des plus grands actes d'amour, pour moi, pour lui, et pour la vérité qui guidait désormais mes pas. Mais au fond de moi, je savais, c'était nécessaire. Mettre fin à mes fiançailles avec Carlos a été douloureux. Oui, un adieu rempli d'amour, de respect et de souvenirs. Mais c'était aussi un geste d'honnêteté envers nous deux. Nous devions nous lâcher la main pour que tout le monde puisse suivre le vrai chemin que la vie nous appelle désormais à suivre. Les mois qui suivirent furent tout sauf faciles. C'étaient des moments de profond silence, de nuits blanches, d'une autre sorte de solitude, non pas par manque de compagnie, mais parce que je me dépouillais de tout ce que je connaissais. C'était comme si chaque certitude, chaque identité que je portais, était déconstruite. Et en même temps, c'était une renaissance. Lentement, j'ai découvert des morceaux de moi-même qui dormaient sous des couches de vanité, de peur et d'apparence. L'expérience de mort imminente avait planté une graine qui a grandi silencieusement en moi. Quelque chose m'appelait, un désir intense de donner un sens à mon existence, faire quelque chose qui compte vraiment, non pas pour que les autres m'applaudissent, mais pour laisser une marque plus profonde, plus humaine. J'ai commencé cette recherche en tâtonnant dans le noir, mais avec un cœur ouvert. Je lis des livres sur la spiritualité, la philosophie, la psychologie. J'ai dévoré des pages qui parlaient de but, d'âme, de conscience. J'ai participé à des retraites de méditation, des cercles silencieux, des ateliers de connaissance de soi. Chaque expérience était comme ouvrir une nouvelle fenêtre à l'intérieur de moi. C'est au cours d'une de ces retraites que j'ai rencontré Marie, une dame d'environ 70 ans, aux cheveux blancs comme un nuage et au regard serein qui transperçait l'âme. Nous avons découvert, par hasard, qu'elle avait également vécu une expérience de mort imminente, des décennies plus tôt. Nous nous sommes assis sous un arbre, par un après-midi doré, et avons parlé pendant des heures. Elle m'a raconté comment, après son retour, elle a ressenti le même appel que moi. Elle a commencé à travailler comme bénévole dans un hôpital, offrant du soutien aux patients en phase terminale. Il a parlé de la façon dont son simple geste de présence, tenir une main, écouter une histoire, pouvait faire toute la différence pour quelqu'un qui se préparait à partir. L'histoire de Maria m'a profondément touchée. Je me suis vue en elle. Et à ce moment-là, une lumière s'est allumée en moi. Peut-être que mon but était précisément celui-là, partager mon expérience, être un pont entre les mondes.
Utiliser la douleur et la révélation que j'ai vécue pour aider les autres à trouver un sens, une guérison et une reconnexion. J'ai décidé de commencer par de petits pas, sans grandes attentes. J'ai contacté un groupe de soutien local pour les personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Au début, j'allais juste écouter. Je voulais me sentir moins seule dans mon voyage. Je voulais savoir s'il y avait d'autres personnes qui avaient également vu ce que j'avais vu. Mais bientôt, je me suis retrouvée à parler. Partage. Et, pour la première fois, sans peur. Parler de mon expérience était libérateur. C'était comme si un poids avait été enlevé de ma poitrine. Et, de plus, j'ai réalisé qu'elle avait de la valeur, que mon histoire a touché les gens d'une manière réelle. Je me souviens particulièrement de la Lucas, un jeune homme qui avait survécu à un grave accident de voiture. Il était perdu, luttant pour comprendre pourquoi il était revenu, quel était le but de tout cela. Après une des réunions, il est venu vers moi et m'a dit, les larmes aux yeux, « T'écouter m'a fait me sentir moins seule. Pour la première fois depuis l'accident, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une raison pour laquelle je suis encore là. » Ce moment m'a laissé une profonde impression. C'était comme si, là, j'avais une certitude totale. C'était ça, c'est ce que je devais faire, à partager, connecter, guérir. Petit à petit, je me suis impliquée de plus en plus dans le groupe. J'ai commencé à aider à organiser les réunions. Peu de temps après, je suis devenue l'un des animateurs. Nous avons commencé à promouvoir retraites de week-end, des réunions dans les hôpitaux et des conférences dans les centres communautaires. Je n'étais plus un mannequin célèbre, j'étais juste Sarah, une femme qui avait vécu quelque chose de profond et qui voulait maintenant servir. Mais je voulais aller au-delà de l'intuition. Je voulais comprendre. Je voulais des outils pour aider encore mieux. Alors je me suis inscrite à un cours psychologie axé sur la thanatologie, l'étude de la mort, du processus de fin de vie et de la manière de gérer ces processus avec empathie et humanité. Chaque cours, chaque livre, chaque cas clinique m'ont ouvert davantage les yeux et le cœur. Plus j'allais en profondeur, plus je me sentais à ma place. Pour la première fois, tout avait du sens. Il ne s'agissait plus d'applaudissements ou de validation externe. Il s'agissait de présence. À propos de l'écoute, apporte un peu de la lumière que j'ai vue de l'autre côté dans ce monde et ici. Bien sûr, tout n'a pas été simple. J'ai eu des moments de doute, de manque de sécurité financière, de glamour. Parfois, les souvenirs de l'ancienne vie revenaient, séduisants. Mais chaque fois que cela se produisait, je m'ancrais dans ce sentiment que j'éprouvais dans l'entre-deux-mondes, cette paix inexplicable, cet amour inconditionnel qui me disait, tendrement, « Vous êtes exactement là où vous êtes censé être. » Ma famille, qui était inquiète au début, a progressivement commencé à comprendre. Ma mère, principalement. Un jour, elle m'a regardé avec des yeux larmoyants et m'a dit « Je ne t'ai jamais vu aussi léger, aussi entier. C'est comme si tu étais enfin rentré chez toi. » Et peut-être qu'elle avait raison, parce que, pour la première fois, je me sentais entière. C'est durant cette phase de transformation qu'un nouveau sentiment a commencé à grandir en moi, un désir presque urgent de partager mon histoire avec plus de gens. Ce n'était pas par vanité, et encore moins parce qu'il voulait la célébrité. En fait, c'était quelque chose de beaucoup plus profond. Je croyais, au plus profond de mon cœur, que mon expérience pourrait apporter réconfort, espoir et sens à toute personne traversant des moments difficiles. C'était comme si cette lumière que je voyais, cette présence aimante, me demandait de ne pas tout garder pour moi. J'ai commencé à envisager l'idée d'écrire un livre, peut-être de donner des conférences. Tout était encore très nouveau, et je savais qu'il y avait beaucoup à apprendre, beaucoup à développer. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une paix tranquille, m'accompagnant à chaque pas. C'était comme si, finalement, je marchais au rythme de mon âme. Lorsque j'ai commencé à parler ouvertement de mon expérience de mort imminente, l'EMI, j'ai découvert un nouveau niveau de défi, l'asepticisme. Et il est venu de tous côtés. La première preuve majeure de cela s'est produite lorsque j'ai été invitée à donner une conférence dans une université locale. Au début, j'étais excitée. Ce serait la première fois que je parlerais à un public en dehors du groupe de soutien. Il imaginait qu'il pourrait peut-être toucher les cœurs, comme il l'avait fait avec Lucas et d'autres. Mais la réalité était bien différente. Je suis montée sur scène avec le cœur battant, mais avec un esprit calme. J'ai raconté mon histoire honnêtement. La crise cardiaque le jour de mon mariage, le moment où tout est devenu sombre, la lumière accueillante
les retrouvailles avec mes grands-parents, la voix qui m'a dit que ce n'était pas encore mon heure et comment tout cela avait complètement transformé ma vie. J'ai parlé de ce que j'ai appris, du nouveau sens que j'ai trouvé en étant ici. Tandis que je parlais, j'ai remarqué des regards froids, les bras croisés, expression sceptique. Et quand je l'ai ouvert aux questions, la tempête est arrivée. Un professeur de neurosciences s'est levé et a dit, d'un ton presque clinique, que ce que je décrivais était probablement le résultat d'une hallucination causée par l'hypoxie, un manque d'oxygène au cerveau. Un étudiant en psychologie a suggéré que je pourrais présenter des symptômes d'un trouble dissociatif. D'autres ont suggéré que j'exagérais peut-être, ou que j'inventais tout cela pour attirer l'attention, ou, pire, pour en tirer profit. À ce moment-là, une partie de moi a voulu me défendre. Je voulais crier que c'était réel, que j'ai vécu ça. Mais je me suis retenue. J'ai réalisé qu'il n'y avait aucun moyen de prouver ce que j'avais vécu. Pas de la manière dont il l'espérait. Mon expérience était personnelle, profonde, subjective. Cela ne correspondait pas aux formules ou aux rapports. Je suis rentrée chez moi bouleversée. Pendant des jours, j'ai porté un poids sur ma poitrine. Dois-je continuer? Est-ce que ça valait la peine de m'exposer ainsi? Peut-être était-il préférable de garder mon expérience dans le cercle sûr du groupe de soutien, où j'étais compris. C'est à ce moment de doute que j'ai reçu un email. C'était une jeune femme nommée Aline. Elle avait assisté à ma conférence à l'université, et bien qu'elle n'ait jamais eu d'amis, elle a écrit que mon récit avait profondément touché son cœur. Il a dit qu'il traversait une période sombre, dépression, solitude, pensées confuses, et qu'en entendant parler de la lumière et de l'amour inconditionnel que j'ai ressenti, quelque chose en elle s'est réveillé. Il a déclaré que pour la première fois depuis longtemps, il ressentait de l'espoir. Cet email était comme un câlin de la lumière elle-même qui m'accueillait de l'autre côté. Cela m'a rappelé pourquoi je le faisais. J'ai compris, là, une vérité puissante. Mon histoire n'avait pas besoin d'être prouvée scientifiquement pour avoir de la valeur. Si cela pouvait apporter du réconfort à une seule personne, cela vaudrait la peine d'être raconté. J'ai donc décidé de changer mon approche. Au lieu d'essayer de convaincre les sceptiques de la vérité de ce que j'ai vécu, j'ai commencé à me concentrer dans les messages que mon expérience m'a apportés. L'importance de vivre avec un but, la beauté des connexions authentiques, l'urgence de regarder au-delà des apparences, au-delà du matérialisme, le courage d'être authentique. J'ai également commencé à m'instruire davantage. J'ai étudié en profondeur les études scientifiques liées aux expériences de mort imminente. J'ai découvert que même si la science n'a pas encore de réponse définitive, il existe des chercheurs sérieux tels que Pim Van Lommel et Bruce Greyson, se consacrant à comprendre ce phénomène avec respect et méthode. Cela m'a donné des outils pour gérer le scepticisme de manière plus équilibrée et consciente. J'ai appris à respecter le scepticisme. Il ne faut pas le comprendre comme un obstacle, mais comme un élément important du dialogue. Les questions rationnelles ont leur place, et un esprit questionneur n'est pas mon ennemi, mais mon partenaire dans la construction de ponts entre la science et la spiritualité, entre la raison et l'expérience. Au fil du temps, j'ai réalisé que les défis étaient en fait des invitations. Invitation à approfondir mon engagement envers la vérité de mon cœur. Invitation à grandir, apprendre à communiquer avec plus d'empathie, pour accueillir aussi ceux qui n'arrivent pas encore à croire. Cette phase m'a appris plus que tout autre moment depuis ma transformation. Il ne s'agit pas de convaincre, il s'agit de se connecter. Et c'est exactement ce que je cherchais. Relation, chemin, pont. J'ai beaucoup appris sur l'humilité, la patience et l'importance de garder l'esprit ouvert pendant cette phase de ma vie. L'une des plus grandes transformations que j'ai vécues a été de pouvoir écouter des opinions différentes sans avoir l'impression d'être attaquée ou de devoir me replier sur moi-même pour me défendre. Cela a non seulement amélioré la façon dont j'ai partagé mon expérience, mais cela a également profondément élargi ma perspective sur tout ce que j'avais vécu. En fin de compte, j'ai réalisé que la véritable valeur de mon histoire ne résidait pas dans le fait de convaincre qui que ce soit, mais dans la façon dont elle m'avait façonné et dans la façon dont elle pouvait, d'une certaine manière, inspirer d'autres personnes à réfléchir à leur propre parcours. Le scepticisme que j'ai rencontré en chemin a fini par devenir un élément essentiel de mon voyage. Au lieu d'être un obstacle, c'est devenu une invitation constante à grandir, à apprendre et à renforcer ma conviction avec plus d'empathie et de respect. C'était un processus qui m'a mis au défi d'être plus ferme et, en même temps, plus compréhensif envers les différents points de vue. L'un des plus grands défis auxquels j'ai été confrontée après mon expérience a été de reconstruire mes relations. Les profonds changements qui se sont produits en moi ont affecté non seulement moi,
mais aussi ceux qui m'entouraient. Ma famille a été la première à ressentir cet impact. Mes parents, qui ont toujours été à mes côtés pendant ma carrière de mannequin, ont eu du mal à comprendre les choix que j'ai faits par la suite. Je me souviens clairement d'une conversation particulièrement difficile avec mon père, lorsqu'il m'a avoué sa peur que je gâche tout ce que j'avais accompli jusqu'à présent. C'était un mélange d'inquiétude pour ma stabilité financière et émotionnelle. Ce fut un processus lent, plein de hauts et de bas, mais petit à petit, j'ai commencé à regagner leur confiance. J'ai commencé à consacrer plus de temps à être avec eux, non seulement en partageant mon expérience, mais en montrant les changements positifs qui se produisaient en moi. Au fil du temps, ils ont commencé à remarquer que j'étais plus calme, plus heureux. Ma mère, qui a toujours été plus sensible, a été la première à dire que, même sans comprendre pleinement ce que j'avais vécu, elle était heureuse de me voir épanouie. Dans le monde de la mode, cependant, la situation était différente. De nombreux amis ont fini par s'éloigner. Certains pensaient que je traversais une crise. D'autres ne savaient tout simplement pas comment gérer cette nouvelle version de moi, qui ne partageait plus les mêmes intérêts ni les mêmes valeurs. Voir des amitiés qui duraient depuis des années s'effondrer était douloureux, mais j'ai aussi compris que c'était quelque chose de naturel, compte tenu des changements que j'avais vécus. Étonnamment, j'ai retrouvé un lien renouvelé avec des gens de mon passé que je n'avais pas vus depuis longtemps. Mes anciens camarades de classe semblaient plus curieux et ouverts à entendre mon histoire. Une amie du lycée, Luciana, a refait surface après avoir entendu parler de mon expérience. Elle avait récemment perdu son mari et trouvait du réconfort dans nos conversations sur la vie et la mort. Notre amitié s'est approfondie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Mais la relation la plus compliquée à sauver était celle avec Carlos, mon ex-fiancé. Après la rupture, nous ne nous sommes pas parlé pendant des mois, jusqu'à ce que, par hasard, nous nous rencontrions dans un café, presque un an après mon expérience. Le début de la conversation a été un peu étrange, plein de silence et d'insécurité, mais petit à petit, nous avons commencé à nous ouvrir l'un à l'autre. Il m'a dit combien il était difficile d'accepter les changements que je vivais, mais qu'avec le temps, il a commencé à respecter mon parcours. Même si nous ne pouvions pas revenir à ce que nous étions avant, nous avons pu construire une amitié basée sur le respect et la compréhension. Quelque chose que je n'aurais jamais imaginé possible. L'une des plus belles surprises a été de rencontrer de nouvelles personnes grâce au groupe de soutien, aux personnes ayant vécu une expérience de mort imminente. Des gens comme Maria, une dame que j'ai rencontrée lors d'une retraite, et Lucas, un jeune homme qui a vécu quelque chose de similaire, sont devenus une partie fondamentale de ma vie. Ces amitiés avaient une profondeur que je n'avais jamais connue auparavant. Il s'agissait de liens construits sur une compréhension mutuelle de quelque chose de très intense et transformateur. Au fur et à mesure que je m'impliquais davantage dans le travail bénévole et dans des conférences sur les expériences de mort imminente, j'ai rencontré une grande variété de personnes, médecins, scientifiques, thérapeutes et personnes spirituelles. Beaucoup d'entre eux sont devenus des amis et des mentors, et ensemble nous avons élargi ma perception, non seulement de ma propre histoire, mais de la vie dans son ensemble. L'une des leçons les plus puissantes que j'ai apprises de ce voyage est l'importance de l'authenticité. J'ai découvert que pour reconstruire une relation, il faut être fidèle à soi-même et à l'autre personne. C'est ainsi que j'ai commencé à me connecter de manière plus profonde et plus sincère, vivant chaque instant avec plus de légèreté et de détermination. Avant mon expérience de mort imminente, EMI, beaucoup de mes relations tournaient autour des apparences et des intérêts superficiels. C'était comme si tout était soutenu par une façade, où ce qui comptait était d'impressionner ou de plaire, et pas nécessairement de vraiment créer une connexion. Mais, après cette expérience transformatrice, quelque chose en moi a profondément changé. J'ai commencé à chercher quelque chose de complètement différent, de vraies connexions, celles qui vont au-delà de la surface, qui touchent le cœur et nous font grandir ensemble. J'ai appris, avec beaucoup de difficultés et de courage, à être vulnérable. Il ne s'agissait pas seulement de montrer mes points forts, mais aussi de faire de la place aux doutes, aux peurs, aux insécurités, ces parties de nous-mêmes que nous cachons normalement par peur d'être jugés ou rejetés. Cette vulnérabilité, bien qu'effrayante au début, est ce qui m'a apporté les relations les plus vraies et les plus profondes que j'ai jamais eues. Bien sûr, cela n'a pas toujours été facile. Au début, la solitude était dure. Mon ancienne vie me manquait, les amis qui semblèrent désormais lointains, la sécurité de la routine et le monde que j'avais laissé derrière moi. Il y avait des jours où le désir me paralysait presque, et je me demandais si j'avais fait le bon choix en suivant un chemin si différent. Mais au fil du temps, une chose est devenue claire. Les relations que je construisais
avaient désormais une saveur beaucoup plus authentique et intense. Elles étaient fondées sur des valeurs partagées, un respect mutuel et un réel désir de grandir et de se comprendre. Cela m'a apporté une satisfaction que rien dans ma vie antérieure ne pouvait offrir. L'une des plus grandes joies de ce changement a été de réaliser comment ces nouvelles connexions ont commencé à se refléter dans d'autres domaines de ma vie. Mon travail bénévole a pris une signification particulière car, en créant un lien profond avec les personnes que j'aidais, j'avais l'impression de faire quelque chose de réel. Mes discours sont également devenus plus puissants. Je ne parlais pas seulement de mon expérience, mais des leçons que j'ai apprises grâce aux relations que j'ai construites par la suite. Si je regarde en arrière, je vois que reconstruire ces liens a été avant tout un processus d'apprentissage du lâcher-prise. Laisser tomber ce qui ne me servait plus et faire place à la nouveauté, à ce qui me faisait vraiment du bien et m'aidait à évoluer. Cela m'a beaucoup appris sur qui je suis et qui je veux devenir. Aujourd'hui, je ressens une immense gratitude pour toutes les relations que j'ai. Ils sont un rappel constant de l'amour et de la connexion que j'ai vécu pendant mon EMI, et une preuve vivante qu'il est possible d'apporter un peu de cet amour inconditionnel dans notre vie quotidienne, même dans les choses les plus simples. Au fil des années, le défi ne consiste plus seulement à gérer les changements immédiats. Ce qui est devenu vraiment important, c'était d'intégrer cette expérience transformatrice dans chaque aspect de ma vie quotidienne. Il ne s'agissait plus de grands gestes ou de révolutions dramatiques, mais de la façon dont je pouvais vivre, chaque jour, en emportant avec moi les leçons que j'avais apprises. L'une des pratiques qui m'a le plus aidée était la méditation quotidienne. Chaque matin, avant de commencer ma journée, je prenais quelques minutes pour renouer avec ce sentiment de paix et d'amour que j'ai ressenti au cours de mon expérience. Au début, mon esprit sautait d'une pensée à l'autre. Il était difficile de rester concentré, mais avec de la patience et de la pratique, ces moments de silence sont devenus des ancres précieuses qui me maintiennent centrée et calme, même face aux tempêtes quotidiennes. Un autre changement profond a été la façon dont j'ai commencé à me rapporter à la nature. Avant mon EMI, je prêtais à peine attention au monde naturel qui m'entourait. Je me précipitais d'un rendez-vous à l'autre, distraite et pressée. Maintenant, je chéris chaque instant que je peux passer à l'extérieur. Qu'il s'agisse d'une promenade dans le parc, de m'occuper des plantes de mon jardin ou simplement de m'asseoir au soleil pendant un moment, ces petits moments m'aident à sentir que je fais partie de quelque chose de plus grand, que ma vie est connectée à quelque chose de bien au-delà de moi-même. Mon rapport au travail a également beaucoup changé. Même si j'ai quitté le monde de la mode, j'avais toujours besoin de subvenir à mes besoins. J'ai donc décidé d'utiliser mes compétences en communication d'une manière nouvelle et significative. J'ai commencé à travailler à temps partiel comme conseillère dans un centre de soins palliatifs. C'est un travail émotionnellement intense, sans aucun doute, mais extrêmement gratifiant. Le fait de pouvoir être là pour les personnes confrontées à la mort ou à la perte d'êtres chers m'a donné un sens à ma vie que je n'avais pas trouvé auparavant. À la maison, j'ai apporté des changements pour que mon environnement reflète mes nouvelles valeurs. J'ai tout simplifié, en faisant don de nombreux articles de luxe que je pensais auparavant essentiels. J'ai créé un petit sanctuaire dans un coin de la pièce, avec des plantes, des cristaux et un coussin de méditation confortable. Cet espace est devenu mon refuge, mon havre de paix, pour les moments où j'ai besoin de me reconnecter à tout ce que j'ai vécu. Et l'une des transformations les plus significatives a peut-être été la façon dont je gère les conflits et le stress. Avant, j'étais connue pour avoir un tempérament explosif et pour garder rancune qui ne faisait qu'alourdir mon cœur. Aujourd'hui, j'ai appris à respirer profondément, à choisir mes batailles et surtout à pardonner, à moi-même et aux autres. Ce changement a apporté plus de légèreté et d'équilibre à ma vie et à mes relations. Aujourd'hui, je m'efforce d'affronter les défis de la vie avec plus de compassion et de compréhension. Ce n'est pas toujours facile. Il y a eu des jours où j'ai trébuché, échoué et me suis sentie perdue. Mais me souvenir de l'amour inconditionnel que j'ai vécu lors de mon EMI me donne la force de continuer à essayer, même lorsque le chemin semble trop difficile. Mon rapport à la nourriture a également profondément changé. J'ai adopté un régime alimentaire plus végétal, non pas par souci de mode ou d'esthétique, mais par véritable respect de la vie sous toutes ses formes. J'ai commencé à considérer la nourriture non seulement comme un carburant, mais comme un pont de connexion avec la terre qui nous soutient, avec les personnes qui cultivent et préparent la nourriture, et bien sûr, avec mon propre corps, qui mérite soin et attention. Un autre aspect qui a changé est mon rapport au temps. Avant cette expérience, j'étais constamment en train de courir dans tous les sens, toujours en quête du prochain objectif, de la prochaine réussite, comme si la vie était une course sans fin. Maintenant,
J'essaie de vivre davantage dans le présent, en me délectant des petits détails, le goût accueillant d'une tasse de thé, le doux bruit de la pluie qui tape sur la fenêtre, le rire spontané d'un enfant dans la rue. Ces moments simples ont autant de valeur que n'importe quelle grande victoire. Ma vie sociale a également beaucoup changé. Avant, j'essayais d'être présente aux événements les plus populaires, essayant de suivre le rythme effréné du monde de la mode. Aujourd'hui, je préfère les rencontres plus intimes et significatives, des dîners tranquilles à la maison avec des amis proches, des conversations profondes qui nourrissent l'âme, du bénévolat dans la communauté qui me relie à quelque chose de plus grand. Ces petites expériences sont pour moi des sources de vraie joie. Mais intégrer cette expérience dans la vie quotidienne ne signifie pas vivre dans un état permanent d'extase spirituelle. Ce furent des jours difficiles, pleins de doutes et de frustrations. Parfois, je me suis retrouvée à retomber dans d'anciens schémas de pensée ou de comportements que je pensais avoir abandonnés. À ces moments-là, j'ai appris à être bienveillante envers moi-même, en me rappelant que la croissance est un processus, un voyage avec des hauts et des bas. Une pratique qui m'a beaucoup aidée était de tenir un journal. Chaque soir avant de m'endormir, j'écrivais sur ma journée les moments où j'ai réussi à vivre les leçons de mon EMI et aussi les moments où j'ai échoué. Cet exercice m'a aidé à cultiver la conscience et la responsabilité de ma propre évolution. Au fil du temps, j'ai réalisé qu'intégrer l'expérience ne consistait pas à essayer de revivre cette expérience transcendantale à chaque instant, mais plutôt à apporter ces enseignements dans l'ici et maintenant, avec toute la complexité, les défis et la beauté de la vie réelle. Il s'agissait d'apprendre à vivre avec plus de conscience, de compassion et de gratitude, même dans les détails les plus simples de la vie quotidienne. En regardant en arrière aujourd'hui, je me rends compte que chaque petit changement, chaque choix conscient, était une façon d'honorer la seconde chance qui m'avait été donnée. Mon EMI n'était pas un événement isolé, mais un phare qui éclaire mon chemin chaque jour. Des années après ce moment, quand je regarde Sarah qui est entrée dans cette église habillée en mariée, prête pour une vie de glamour et de succès, je vois quelqu'un de très différent. Je me demande souvent si je pouvais remonter le temps et éviter cette crise cardiaque. Le ferais-je ? La réponse, étonnamment, est non. Aussi effrayant et douloureux qu'il ait été, ce moment de crise a été le déclencheur d'une transformation profonde et nécessaire. L'expérience de mort imminente m'a appris des leçons qu'aucun livre, aucune conférence, ni aucun succès mondial n'aurait pu m'apporter. J'ai appris la fragilité et la préciosité de la vie, l'amour. Pas l'amour romantique ou conditionnel, mais l'amour universel, inconditionnel, la force la plus puissante qui soit. J'ai également découvert qu'il y a bien plus dans l'existence que ce que nous pouvons voir ou toucher, au-delà de ce que la science actuelle peut expliquer. Mais la leçon la plus importante concernait peut-être le but. Avant, je courais après la célébrité, la richesse, la beauté, des choses qui, je croyais, m'apporteraient dans le bonheur. Maintenant, je comprends que le véritable objectif réside dans la façon dont nous touchons la vie des gens, dans la façon dont nous répandons l'amour et la compassion dans le monde. Bien sûr, le voyage n'a pas été facile. Il y a eu des moments de peur, de doute et de solitude. J'ai perdu des amis, j'ai été confrontée au scepticisme et à l'incompréhension. J'ai dû reconstruire ma vie à partir de zéro, redéfinir qui j'étais et ce que je voulais être. Mais chaque défi, chaque obstacle, renforçait ma conviction et approfondissait ma compréhension. Aujourd'hui, je continue à marcher, transformée et reconnaissante, prête à vivre chaque jour avec plus de sens et de vérité. L'une des plus grandes joies que j'ai trouvées dans ce nouveau chemin a été la chance d'aider les autres, que ce soit par mon travail au centre de soins palliatifs, les conférences que j'ai l'honneur de donner, ou simplement les liens que je crée dans ma vie de tous les jours. C'est un immense privilège de pouvoir partager un peu de cette lumière que j'ai moi-même vécue. Voir le soulagement se répandre dans les yeux de quelqu'un confronté à la mort, sentir l'espoir renaître dans le cœur de quelqu'un qui vient de perdre un être cher. Ces moments ont une valeur qu'aucun applaudissement sur le podium ne pourrait jamais surpasser. Beaucoup de gens me demandent encore si j'ai peur de la mort. La vérité, c'est qu'elle ne me fait plus peur. Non pas que je veuille partir, bien au contraire. J'aime la vie et je veux la vivre avec toute l'intensité possible. Mais aujourd'hui, je ne vois pas la mort comme une fin définitive, mais comme un passage, une transition naturelle. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose au-delà, quelque chose de beau et plein d'amour qui nous attend quand nous y arriverons. Cela ne veut pas dire que j'ai toutes les réponses. Il y a encore beaucoup de mystères, beaucoup de choses qui dépassent ma compréhension, à propos de mon expérience, de la nature de la réalité,
de ce qui vient ensuite. Mais j'ai appris à être à l'aise avec cette incertitude, à accepter le mystère plutôt que de le craindre. Si je pouvais laisser un message à ceux qui écoutent mon histoire, ce serait celui-ci: vivez avec amour. Et je ne parle pas de cet amour superficiel et superficiel que nous voyons dans les films ou les médias, mais d'un amour profond et inconditionnel, pour nous-mêmes, pour les autres, pour la vie sous toutes ses formes. Cultivez la gratitude, même pour les choses les plus simples, les petits détails qui passent souvent inaperçus. Recherchez la connexion, avec les gens qui vous entourent, avec la nature, avec quelque chose de plus grand que vous-même. Et n'oubliez pas, chacun de nous a un objectif unique. Ce n'est peut-être pas quelque chose de grandiose ou de spectaculaire aux yeux du monde, mais c'est significatif. Parfois, c'est le simple geste d'offrir un sourire à un inconnu, d'écouter attentivement un ami, de prendre soin d'un petit morceau de nature. Chaque acte de gentillesse, chaque moment de compassion, crée des ondes de positivité qui vont au-delà de ce que nous pouvons voir. Mon expérience de mort imminente m'a montré qu'il y a bien plus dans la vie et au-delà que ce que l'on voit ou que l'on pense. Cela m'a aussi appris que le véritable miracle se produit ici et maintenant, dans la façon dont nous choisissons de vivre chaque jour, chaque instant. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je ne vois plus ce mannequin célèbre que j'étais autrefois. Je vois une femme qui a parcouru un chemin extraordinaire, qui a trouvé un but plus grand. Je vois quelqu'un qui apprend encore, jour après jour, comment apporter un peu de cette lumière et de cet amour dans le monde qui l'entoure. Je ne suis pas parfait, loin de là. Je fais des erreurs, j'ai de mauvais jours, je lutte toujours contre de vieilles habitudes et des insécurités. Mais la grande différence est que maintenant, je vois chaque défi comme une opportunité de croissance et chaque rencontre comme une chance de répandre un peu plus d'amour. Parfois, je me demande, et si j'étais mort ce jour-là, à quoi aurait ressemblé ma vie? Peut-être qu'elle défilerait encore sur les podiums les plus célèbres du monde, vivant ce que beaucoup appelleraient un rêve. Mais aujourd'hui, je sais que cela aurait été une vie vide, une recherche constante de quelque chose que la célébrité et la richesse ne pourraient jamais combler. Je suis immensément reconnaissant pour la vie que j'ai aujourd'hui. Une vie plus simple à bien des égards, mais infiniment plus riche en sens et en but. Chaque matin, lorsque je me réveille, je ressens une profonde gratitude pour un autre jour, une autre opportunité de faire une différence, même si elle est petite. Pour ceux qui lisent mon histoire, je veux dire que vous n'avez pas besoin de vivre une expérience de mort imminente pour vivre une vie pleine de sens et de but. La transformation est à la portée de chacun d'entre nous, à tout moment. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'être ouverts, prêts à remettre en question nos croyances limitantes et suffisamment courageux pour suivre le chemin du cœur. Si mon histoire peut toucher ne serait-ce qu'une seule personne, l'inspirant à vivre avec plus d'amour et de compassion, je sentirai que j'ai accompli mon objectif en la partageant. Parce qu'au bout du compte, c'est ça la vie. Les connexions, l'amour, faire une différence dans la vie de l'autre. Je termine ces réflexions avec un sentiment de profonde gratitude pour la vie, pour la seconde chance que j'ai reçue, pour chaque personne qui a croisé mon chemin au cours de ce voyage, et avec la certitude dans mon cœur que l'amour inconditionnel que j'ai vécu de l'autre côté ne se limite pas à un plan spirituel lointain. Il est ici, maintenant, disponible pour nous tous. Je crois que tout ce dont nous avons besoin est d'ouvrir nos cœurs pour ressentir cet amour et d'ouvrir nos yeux pour le voir dans chaque détail de la vie qui nous entoure. C'est comme s'il était toujours là, présent dans chaque geste, à chaque instant, attendant juste que nous nous autorisions à le remarquer. Et ainsi, je continue mon chemin, pas à pas, jour après jour, en essayant d'être un canal pour cette lumière, pour cet amour que j'ai eu la chance de vivre. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, peut-être des défis, peut-être des surprises, mais je sais que tant que je porterai en moi le souvenir de cette expérience transformatrice, je serai sur la bonne voie. Mon espoir est que chacun de nous puisse trouver son véritable but, vivre véritablement, guidé par l'amour, et qu'ensemble, nous pouvons rendre ce monde un peu plus léger, plus doux, plus plein d'espoir. Parce qu'en fin de compte, c'est ainsi que nous faisons la différence. Un petit acte de gentillesse à la fois.